Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Jeudi 12 mai 2022, bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal qui aura pour principales articulations les points suivants. Le numéro 1 burundais vient de prouver encore une fois que les Burundais ne sont pas égaux devant la loi, au moment où Évariste Ndayishimiye dit que l'emprisonnement n'est pas une meilleure solution pour recouvrer les 54 milliards destinés à la construction du barrage de Manda et détournés par certains ténors du parti au pouvoir. Pour le cas du docteur Christophe Sahabo, il est on ne peut plus catégorique quand il affirme que la prison était le seul moyen pour ce docteur, soi-disant accusé de crimes économiques. Attaque des Al-Shabaab sur une des positions burundaises du 60e bataillon ATMIS, situé à Biokadal, une deuxième offensive de ces terroristes contre le contingent burundais. Vous aurez les détails dans ce journal. Et dans ce journal, nous vous parlerons également du calvaire que vivent certains étudiants burundais qui viennent de passer 5 mois sans percevoir leur pré-bourse. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Découverte ce mercredi d'un corps sans vie d'une femme sur la colline Gasenyi Kigwati 2 en commune Buganda de la province Chibitoke. La victime s'appelait Aline Ndaikome Yamashi. Cette mère de 2 enfants vivait du petit commerce de patates douces. Son corps a été trouvé dans un champ de maïs et selon les témoins oculaires, cette femme a été abusée sexuellement avant d'être tuée. L'administration confirme ces informations et prévoit de convoquer d'urgence une réunion de sécurité. Pour le moment, sa dépouille a été acheminée à l'hôpital Chibitoke pour autopsie. Un autre assassinat d'une femme s'est passé sur la colline Nyanza Tubiri en zone Maramirundi de la commune Busiga. Nous sommes en province Ngozi. Marie-Rose Nilanyibagira, la victime, a été tuée dans la nuit de mercredi à coups de poignard. Selon les informations recueillies sur place, l'auteur de ce meurtre serait un certain Gaspard Bizimana, beau-frère de la défunte. Pour le moment, il est en cavale et la police dit être à sa poursuite. Un conflit foncier serait à l'origine de cet assassinat. La victime laisse derrière elle 6 enfants. Je vous le disais en titre, le contingent burundais de l'ATMIS a encore une fois essuyé une attaque des rebelles Al-Shabaab. Cette fois-ci, ces derniers ont frappé sur la position du 60e bataillon situé dans la localité de Biokadal. Elvis Nyomongere nous en dit plus. Ils ont utilisé des bombes d'aller l'attaque la nuit dernière contre une des bases des militaires burundais de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS. Des sources concordantes à Biokadale, la base de militaires burundais, attaquée par les combattants du groupe islamiste El-Shabaab, en tout plus de 25 bombes ont été lancées contre cette base. C'est toujours ces sources, des cryptements d'armes automatiques ont été aussi entendus. Nos sources précisent qu'il a été reconnu qu'une des armes lourdes utilisées dans cette attaque est une arme qui aurait été récupérée lors de l'attaque à Selbarafou le 4 mai dernier. Il est à rappeler que depuis l'attaque du 4 mai qui a coûté la vie de dizaines de militaires burundais, la base de Selbarafou reste toujours occupée par les islamistes El-Shabaab. Aucun cadavre n'était récupéré. Cependant, selon des sources concordantes, une opération d'envergure est en train d'être préparée pour tenter de récupérer la base. Le président de la République divise les Burundais en ce qui concerne la justice pour tous, au moment où il dit que les présumés auteurs du détournement de fonds destinés à la construction du barrage de Manda ne doivent pas être emprisonnés. Évariste Ndayishimiye trouve que les autres personnes soupçonnées de détournement de fonds publics sont bons pour la prison, peu importe les conditions, et ce, pour le bien du pays. Eloge Divaremisha nous fait le point. Au cours de la conférence publique de ce mardi, s'exprimant sur la détention du docteur Christophe Sahabo, qui totalise 42 jours d'incarcération dans les cachots du service national de renseignement, Évariste Ndayishimiye l'a vraisemblablement condamné pour crime économique, un motif que le président de la République a avancé comme étant derrière son arrestation.
Moi, je dis que je dois savoir avec exactitude de l'actionnariat du gouvernement pour qu'on sache les bénéfices qu'on va percevoir. Il y a une enquête privée qui a été faite et a conclu que l'actionnariat du gouvernement serait estimé à 70%. J'ai alors demandé à ce que toutes les actions du gouvernement soient rassemblées. Alors, si au cours de ce processus, il se remarque des magouilles, quoi de plus normal d'enclencher une procédure judiciaire? Alors qu'il trouve que la détention entachée d'irrégularité du docteur Christophe était opportun, le président Ndayishimiye considère qu'une arrestation des présumés auteurs de détournement de 54 milliards de francs burundais destinés à couvrir 60% des travaux de construction du barrage de Manda n'est en aucun cas nécessaire. Ceux qui devraient faciliter l'accès à l'électricité, ce sont ceux-là même qui sont devenus les premiers obstacles. Vous vous souvenez sans doute de ce qui s'est passé sur le projet de construction du barrage de Manda où des milliards se sont volatilisés. Je vous l'ai déjà dit, des procédures pour retrouver ces fonds sont en cours. Je vous ai parlé des meilleurs mécanismes pour y arriver et emprisonner les coupables n'en fait pas partie car ce n'est pas une meilleure solution. Tu peux emprisonner les gens pensant que tu leur donnes une punition, mais au final, tu leur rends un énorme service et ils s'en réjouissent. Mais l'essentiel, c'est que toutes les sommes d'argent doivent être récupérées et le projet doit être exécuté. Vous saurez qu'il n'y a pas très longtemps, pas plus tard que le 15 octobre 2021, Evariste Ndayishimiye avait tenu un autre langage à propos de ces détournements de fonds publics destinés à la construction du barrage de Manda. À cette époque, le numéro 1 burundais avait ordonné que les coupables soient désignés dans une période ne dépassant pas 2 semaines et qu'ils soient sanctionnés conformément à la loi. Merci à toi, Elos Divin Rémiche. Et ce discours d'Evariste Ndayishimiye en rapport avec le dossier du détournement des 54 milliards destinés à la construction du barrage de Manda cache mal la peur de dire publiquement les noms des personnes impliquées dans ce scandale financier. Parmi les plus gros, la RPA a été informée sur les non-dits de ce crime économique dont les coupables se trouvent au sommet de l'État. Le point avec Bob Ruguri. Le projet du barrage de Manda date de l'an 2011. Pendant plus de 4 ans, le gouvernement burundais a été incapable de réunir les fonds nécessaires pour exécuter ce vaste chantier qui était 100% financé par fonds propres du gouvernement. Dans la loi budgétaire 2016-2017, le gouvernement a pu finalement prévoir les 54 milliards de francs burundais nécessaires, une somme qui a attiré les appétits de certains poids lourds du régime. Si le président Ndayishimiye ou le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni ne révèle jamais des noms au service de l'État impliqués dans le détournement de ces 54 milliards de francs burundais, ce n'est pas anodin. Des sources fiables au sein des institutions burundaises nous ont révélé l'implication de plus hautes autorités dans ce scandale financier qui restera parmi les plus gros crimes économiques qui auront émaillé le règne du CNDD-FDD. Il s'agit de l'actuel président de la République Evariste Ndayishimiye, fait président Pierre Nkurunziza, Alain Guillaume Bunyoni, l'actuel premier ministre, l'ancien ministre de l'énergie et des mines Komemani Lakiza, ainsi que l'actuel chef de cabinet civil du président, le général Gabriel Nizigama alias Tibia. Les 5 auraient partagé entre eux 50 milliards de francs burundais et décidé d'affecter les 4 milliards restants à la construction de ce qui devrait ressembler à un barrage. Selon notre source, l'ancien ministre de l'énergie, Komemani Lakiza, aurait pris peur des sommes colossales reçues. Par crainte d'être plus tard pris pour seul responsable de son vol, Komemani Lakiza aurait décidé de construire avec une partie de cet argent un immeuble qu'il donnera en guise de cadeau au gouvernement dont il était membre. Un geste que le président Ndayishimiye n'a pas hésité à louer publiquement. Il y a plus de 8 mois, Evariste Ndayishimiye avait promis de sévir sérieusement contre tous ceux qui sont impliqués dans ce crime économique. Néanmoins, notre source donne sa main à couper. Les coupables ne seront jamais inquiétés car, explique-t-il, c'est l'actuel sommet de l'État qui croupirait en prison. Bob Rugurika. À propos justement de ce dossier, il se remarque une divergence d'opinion plus haut sommet de l'État burundais quant aux probables responsables de la mauvaise gestion des fonds destinés à la construction de ce barrage électrique. Au moment où le chef de l'État burundais jette entièrement la faute aux auteurs de cette construction, son premier ministre lui donne le tort au gouvernement. Pour lui, le budget alloué à la construction de cette infrastructure était déficitaire. Les détails avec Marie-Ange Ilakote. En date du 14 avril cette année, lors de la présentation des réalisations semestrielles du gouvernement devant le Parlement réuni
En congrès, le Premier ministre a fait savoir que les travaux de construction du barrage se sont arrêtés à un certain moment car l'État n'avait plus de moyens. Pour Alain Guillaume Bunyoni, le gouvernement s'était trompé lors de l'établissement du budget alloué à ces travaux. Au début des travaux de construction de ce barrage de Mpanda, le gouvernement avait budgétisé un montant qu'il jugeait insuffisant. Et la première entreprise n'a apporté que la main-d'œuvre et le savoir-faire. Et le gouvernement s'occupait de tout le financement. Mais avec la crise qui a secoué le pays, sans parler de l'économie qui était à mal, le budget s'est vite épuisé et les employés ont dû partir. C'est comme ça que les travaux ont été suspendus. Et malheureusement, quand on a voulu relancer les activités, nous avons trouvé le chantier en état lamentable, car ceux qui s'en étaient occupés avaient mal fait leur travail, alors que ce sont eux qui doivent répondre de ça et remettre tout l'argent y alloué. Ce discours du Premier ministre devant les représentants du peuple contredit le président de la République. En mi-octobre 2021, lors de sa descente sur terrain, le président s'était montré choqué par l'état des constructions tombées en ruine avant même sa remise. En tant que chef de l'État, je suis tombé des nues. C'est incompréhensible que 50 milliards se volatilisent comme ça. Sachez que nous ne comptons pas laisser passer ça. On doit recouvrer tout cet argent et ce projet doit être finalisé coûte que coûte. Pourtant, le président Ndayishimiye avait donné un ultimatum de 2 semaines au ministre de l'Énergie et des Mines pour lui donner les noms des coupables. Mais 8 mois après, rien n'a encore été fait. Pire encore, le Premier ministre a même demandé aux parlementaires de patienter s'ils veulent connaître les vrais coupables, arguant que c'était une affaire très délicate qui demande donc plus de temps afin de mener à bien les enquêtes. Merci à toi Marie-Ange Ilakodze. Et puis le président de la République sème la confusion à propos de la fermeture du tronçon de la route nationale numéro 5, partant de l'endroit communément appelé Chanik vers l'aéroport international de Bujumbura. Il fait savoir que le dossier d'appel d'offres pour la réhabilitation de ce tronçon a été émaillé d'irrégularités, mais il ne précise pas quand et comment cette route sera praticable pour tout le monde. Mais pour le moment, seuls les dignitaires ont le droit de passer sur le dit tronçon. Le point avec Inès Gakita. Ce qui nous a beaucoup énervé, c'est qu'il y a des tricheries au niveau de la composition du dossier d'appel d'offres. Le président de la République se lamentait contre les responsables du ministère des Travaux publics qui ont confectionné le dossier d'appel d'offres pour la réhabilitation du tronçon de la RN5 partant de la localité communément appelée Chanik vers l'aéroport international de Bujumbura. Évariste Ndayishimiye revient ici sur les anomalies remarquées dès l'achèvement des travaux de réhabilitation du tronçon. J'avais même intimé l'ordre de ne pas payer la société qui avait gagné le marché, croyant qu'elle était responsable de ces irrégularités. On avait dit que les poteaux électriques doivent être mis au milieu de l'autoroute pour éclairer les deux côtés. Mais on a constaté que c'est quasiment impossible de les placer entre les deux axes de l'autoroute parce que l'espace qui les sépare est trop petit. Lors de la conférence de presse qu'il a animée ce mardi, Évariste Ndayishimiye a blanchi les exécutants du projet, expliquant que ce sont plutôt des cadres du ministère des Travaux publics qui ont conçu le projet qui sont les responsables de ces irrégularités. Ce qui nous a beaucoup énervé, c'est qu'il y a des tricheries au niveau de la composition du dossier d'appel d'offres. Après avoir consulté le dossier, j'ai constaté qu'on a laissé entre les deux routes un espace de 60 cm seulement. Dites-moi, comment peut-on installer un poteau électrique dans un espace de 60 cm? Est-ce que cette personne a passé au moins sur le banc de l'école? Pourquoi elle est payée? Moi, je pense qu'ils s'entendent sur la façon dont ils vont détourner l'argent au niveau de la confection du dossier d'appel d'offres. C'est une honte. Le gagnant du marché, lui, a exécuté le projet tel que conçu. Le président de la République n'a cependant pas précisé ce qui va être fait pour que ce tronçon soit réhabilité convenablement. Et bien qu'il soit au courant des responsables de ces irrégularités, Évariste Ndayishimiye n'a rien dit sur leur sort, ce qui a suscité beaucoup d'interrogations dans l'opinion.
Inès Gakiza. Et avant de faire une pause, la population se trouvant dans différentes localités du Burundi s'insurge contre les récents propos du chef de l'État sur les problèmes en rapport avec la famine, la vie chère et la pauvreté auxquelles elle fait face au quotidien. Pour ceux qui ont pu s'entretenir avec la RPA, les propos d'Évariste Ndayishimiye étaient tout simplement cyniques et sadiques, et ces Burundais restent pessimistes quant à la volonté du gouvernement de résoudre ces problèmes. Je vous propose de suivre certains de ces citoyens qui se sentent confiés à la RPA. Les réponses qu'il a données montrent noir sur blanc qu'il ne représente pas le peuple, d'autant plus qu'à travers ses propos, il s'est montré très sadique envers la population burundaise. Il est clair et net qu'il n'a pas de solution à apporter au problème en rapport avec la famine qui menace les Burundais. Quand le chef de l'État dit que les Burundais ne sont pas pauvres, qu'ils ne font que pluranicher, ardent qu'ils ne mangent pas d'escargots ou de vers de terre, il s'agit là d'un discours ignoble que nous, le peuple, déplorons énergiquement. En réalité, ce sont des propos qui ne sont pas dignes d'un président de la République. Nous nous insurgeons donc contre tous ces discours qu'il ne cesse de tenir, surtout qu'il s'agit des propos qui montrent bien qu'il n'envisage rien changer du tout. Nous qui vivons actuellement au Burundi sommes très lassés. Nous vivons dans une extrême pauvreté et dans la famine. Tenez, tous les produits, que ce soit le carburant et par conséquent les tickets de transport, ont été revus à la hausse. Même ceux qui parviennent à avoir un peu d'argent pour s'approvisionner en vivres ne peuvent pas le faire à cause de cette pénurie du carburant. La situation est catastrophique. Nous ne pouvons non plus trouver de denrées alimentaires de première nécessité, notamment le riz ou le haricot, car ils coûtent très cher. Même le sucre ou le ciment que nous produisons au pays sont inaccessibles. Cependant, le président de la République ose dire que nous n'avons pas faim et que nous nous plaignons sans raison. De façon très sadique, il nous a proposé comme solution d'élever des escargots et des vers de terre, expliquant qu'il est lui-même propriétaire d'une usine de transformation de ces invertébrés. Ça, c'est un signe de mépris et d'arrogance. Nous lui demandons de changer cette attitude et de tenir des discours apaisants et constructifs. Au Burundi, nous avons des coutumes et des mœurs auxquelles nous référons depuis du raid. Les Burundais ne mangent jamais d'escargots et de vers de terre. C'est même très étonnant que le chef de l'État ose prononcer de tels discours cyniques, contraires aux sentiments et à la morale des Burundais. Dans ces exemples, il a considéré le Burundi comme la République démocratique du Congo, en disant que là-bas, ces animaux se consomment normalement. Ces propos nous montrent qu'il ne fait pas l'honneur à notre pays. Et surtout, que les Burundais sont très loin de sortir de la situation chaotique dans laquelle le CNDD-FDD les a mis. Autrefois, le Burundi était un pays de lait et de miel, et maintenant nous entendons un président de la République qui osait dire que le peuple devrait manger des escargots au lieu de lui apporter bien-être et tranquillité. C'est un incroyable mépris à l'égard du peuple. C'est la même chose que ce palais présidentiel qu'il veut construire au moment où le peuple est menacé par la famine. Il devrait plutôt penser à apporter le salut à la population burundaise. C'est inimaginable car cela ne se passe nulle part au monde. Il a solennellement prêté serment qu'il sera au service du pays et qu'il ne trahira pas la nation. Nous considérons cela comme une trahison. Si la communauté internationale n'intervient pas, nous les Burundais pouvons y laisser la peau. Parlons à présent éducation où 5 mois viennent de s'écouler sans que les étudiants de la deuxième baccalauréat dans 3 des facultés de l'Université du Burundi ne perçoivent leur prébourse. Ces derniers disent vivre aujourd'hui dans des mauvaises conditions au moment où leurs camarades des autres facultés, eux, ont été régularisés depuis déjà 2 semaines. Le point avec Eric Nyonzima. Les étudiants qui sont en deuxième baccalauréat dans 3 facultés, à savoir ISCO, Fresh et Groupe des sciences à l'Université du Burundi, indiquent qu'ils viennent de passer 5 mois sans avoir leur prébourse. Ces étudiants s'étonnent de voir que leurs camarades fréquentent les autres facultés de cette même université ont déjà perçu ce prébourse il y a de cela des semaines.
Pour nous, les étudiants de l'Université du Burundi en deuxième année, 5 mois viennent de s'écouler sans qu'on nous donne le pré-bourse. Auparavant, ils débloquaient l'argent pour tout le monde. Mais ce qui nous étonne actuellement, c'est que depuis 2 semaines, l'argent a été donné à tous les étudiants des autres facultés, sauf pour nous, les étudiants des facultés de Flèche, de groupe de sciences et de l'ISCO. Les étudiants de la première année ont déjà reçu 3 tranches du pré-bourse, alors que nous n'avons même pas perçu la première tranche. Ces étudiants réclament des tranches du pré-bourse équivalent à une somme de 240 000 francs burundais, de l'argent qu'ils utilisent pour survivre à Bujumbura. Ils demandent avec insistance aux autorités habilitées de leur donner ce pré-bourse afin de payer les dettes qu'ils ont contractées. Au campus, c'est difficile pour les étudiants de pouvoir se nourrir dans les restaurants car tous les prix au menu ont été revus à la hausse. Puisqu'ils n'ont pas d'argent, ils sont obligés de contracter des dettes. Nous demandons au gouvernement de se ressaisir afin de nous régulariser pour que nous puissions rembourser nos dettes afin de rétablir la confiance avec ceux qui nous vendent leurs marchandises à crédit. À ce propos, nous avons cherché le recteur de l'Université du Burundi, Sanctus Niragira. Il a dit nos messages au téléphone, mais il ne nous a pas répondu. Eric Niyonzima. Et puis hors de nos frontières, le gouvernement tanzanien et celui du Burundi sont les premiers responsables de la persécution des réfugiés burundais du camp d'Onduta, vu qu'ils ont choisi de les affamer dans le seul but de les contraindre à rentrer au pays. C'est du moins les propos d'Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif de la coalition Force. Suivez Ernest Nkurunziza. Les persécutions contre les réfugiés burundais dans les camps en Tanzanie continuent dans le silence total de la communauté humaine internationale. Ces camps deviennent de plus en plus des mouroirs, des lieux de torture et de persécution pour rendre la vie impossible aux réfugiés et les forcer de rentrer au Burundi. Aujourd'hui, les autorités choisissent d'affamer les réfugiés burundais en réduisant de manière dangereuse la ration alimentaire. Au moment où aucun réfugié n'est permis de travailler pour se prendre en charge, l'on comprend bien que ces réfugiés ne pourront pas tenir durant toute cette période. La faim guette ces réfugiés. L'objectif étant de rendre la vie au camp impossible et contraindre ces réfugiés de rentrer chez eux. Pourtant, la majorité de ceux qui rentrent finissent par retourner en exil suite aux persécutions qui les accueillent chez eux. On ne peut pas dire que c'est l'OHCR qui est responsable de la situation. Non, c'est la Tanzanie, c'est le pays d'accueil qui viole sciemment ses engagements internationaux en rapport avec le respect des droits et libertés des réfugiés. La Tanzanie se solidarise négativement avec le pouvoir du CNDD-FDD dans sa haine viscérale contre les Burundais qui fuient sa politique de vengeance et de criminalité. De plus, Ernest Nkurunziza demande au commissariat des réfugiés HCR de continuer à assister ces réfugiés. Quant au gouvernement tanzanien, il leur est conseillé de laisser ces réfugiés aller demander refuge dans d'autres pays s'il n'est plus capable de les supporter. Nous sommes tous d'avis que les différentes autorités au sommet du HCR ont rendu plusieurs visites aux autorités tanzaniennes pour demander à celles-ci de protéger les réfugiés burundais, mais le pays n'a pas obtempéré. Nous demandons aux autorités du HCR de ne pas se fatiguer, mais de continuer à plaider pour le respect des droits des réfugiés burundais en Tanzanie. Si le pays n'a pas de place pour eux, qu'elle laisse les réfugiés burundais aller chercher asile ailleurs, dans les autres pays. Il est en outre plus que temps pour nous Burundais de nous lever comme un seul homme pour demander des comptes aux autorités tanzaniennes, notamment en saisissant les juridictions internationales contre ce pays qui commet graves crimes internationaux contre les réfugiés burundais sur son sol. Et voilà, c'est sur l'interview de ce défenseur burundais des droits de l'homme que nous mettons fin au journal de ce jeudi 12 mai 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bonne soirée à toutes et à tous. À la prochaine.